Bonjour à toutes et à tous. Ce module est consacré à l'annonce et à la déclaration d'un dommage lié aux soins. Un dommage ne résulte pas toujours d'une complication, et force est de constater qu'une complication n'aboutit pas toujours, grand heureusement, à un dommage. Mais il faut reconnaître que l'exercice de la médecine est loin d'être un monde merveilleux. Si l'on peut définir globalement une complication comme une issue différente de celle idéalement évoquée, un dommage est, selon une définition juridique simple, une atteinte à l'intégrité corporelle. À côté de cette définition juridique, la Haute Autorité de Santé, dans son guide méthodologique d'annonce d'un dommage lié aux soins, restreint le dommage en matière de soins aux conséquences d'un événement indésirable, mais cette noble instance reconnaît en premier lieu que là où les complications peuvent être liées à la pathologie du patient, puis éventuellement à un aléa thérapeutique et, au final, à un éventuel dysfonctionnement, voire une erreur médicale. Il est important de noter que le dommage peut s'exprimer dans sa dimension physique et ou psychologique. Et sur ce point, la douleur traitée ou non, et plus récemment également, la non prise en compte d'une demande spécifique du patient, voire la non-information et le défaut de consentement, notamment préalable aux soins, peuvent être qualifiés eux-mêmes de dommages, en ce sens où ils atteignent directement la dignité de l'être humain et son droit à être informé. En tout cas, cela a déjà été jugé comme tel. Quoi qu'il en soit, un événement indésirable lié aux soins est défini de manière claire, comme un événement défavorable pour le patient, consécutif aux stratégies et actes de diagnostic et de traitement qui ne relèvent pas d'une évolution naturelle de la maladie. Cette réalité existe, puisqu'on évalue entre 300 et 400 000 événements indésirables graves par an en France. Et en ce qui concerne spécifiquement les actes opératoires, on les estime à environ 60 000 événements indésirables péri- et post-opératoires par an en France, à relativiser toutefois, c'est-à-dire que cela concerne 6,5 millions d'actes chirurgicaux annuels, ce qui fait qu'in fine, un peu moins de 1% d'événements indésirables graves. Cette réalité également est très coûteuse, puisqu'on l'évalue à environ 700 millions d'euros par an de surcoût à l'échelon national, soit, de manière relative également, environ 0,3% du budget annuel de la consommation des biens et des actes médicaux, c'est-à-dire environ 200 milliards. Ces événements indésirables graves sont essentiellement représentés par des désordres physiologiques et métaboliques post-opératoires, des escarres et complications des cubitus, des septicémies, et également des maladies thromboemboliques, c'est-à-dire des embolies pulmonaires ou des thromboses veineuses profondes post-opératoires. Alors, pourquoi il convient d'annoncer un dommage lié aux soins? Eh bien d'abord, parce que c'est la loi. Et la loi, elle remonte au 4 mars 2002, cette fameuse loi Kouchner, qui a été publiée le 5 mars, et qui impose une information et une réparation des conséquences des risques sanitaires. Plus récemment, la loi de modernisation du système de santé de 2016, portée par Marisol Touraine, a rajouté un chapitre sur une transparence nécessaire et obligatoire, et également la possibilité de réaliser des class actions à l'américaine en cas de dommages sériels, c'est-à-dire de réaliser une action de groupe via une association agréée cependant contre par exemple un laboratoire ou n'importe quelle autre institution. En réfère notamment au scandale récent de la dépakine. Plus précisément, la loi du 4 mars 2002 implique une obligation d'informer les victimes dans les 15 jours au plus tard suivant la découverte du dommage, et ce, dans le cadre d'un entretien médical. Entretien qui devra, bien entendu, être consigné dans le dossier médical. Mais nous reviendrons un peu plus loin sur la méthodologie proposée par la Haute Autorité de Santé en matière d'annonce du dommage médical. Annoncer et déclarer un dommage lié aux soins parce que c'est vertueux. Et à côté de ce contexte juridique, le contexte humain de notre métier nous doit d'informer nos patients de l'évolution de leur pathologie. Et il faut reconnaître que loin d'entraîner une lourdeur, une distance dans nos relations de soins, l'annonce de la complication doit être un moment qui permet d'inverser la spirale de l'échec et d'envisager non pas une évolution centripète vers la zone dépressionnaire, mais une évolution centrifuge vers des cieux plus cléments.
Dans son guide méthodologique, la Haute Autorité de Santé le répète, une annonce bien menée à la suite d'un dommage tente à répondre aux attentes du patient et à renforcer sa confiance envers le soignant et donc à limiter une judiciarisation de l'événement. Annoncer, déclarer, mais également coder l'événement indésirable parce que cela est valorisé pour votre établissement de santé. Et puisque cela peut mobiliser un certain nombre de ressources que de gérer une complication, il est normal que le GHS soit réévalué à la suite d'un codage modifié. Vous pouvez le faire vous-même par le codage via expertise, mais l'équipe PMSI est souvent là pour rattraper le coût, si j'ose dire, en enquêtant dans les dossiers pour une optimisation du codage. Il faut savoir que le GHS peut varier d'un facteur de 1 à 4 avec un codage efficient. Alors pensez-y. En pratique, le guide méthodologique produit par la HAS est disponible sur son site internet www.has.fr. Je vous en ai mis également une copie sur notre site www.cocarisque.fr. Pour résumer, globalement, il faut retenir 5 points inhérents à l'annonce et à la déclaration d'un événement indésirable lié aux soins. Dialogue, confiance, sécurité, transparence et indemnisation. Qui dit dialogue dit écoute, et ce moment empathique est nécessaire, car en état de stress, la barrière émotionnelle empêche l'accès au néocortex et laisse ainsi agir comme base de réaction de survie le cerveau reptilien et le cerveau limbique, qui proposent soit la fuite, soit l'agression. Ne soyez pas étonnés ou offusqué d'une attitude agressive du patient qui est quelque part la première victime de la complication car il s'agit d'un comportement physiologique. Et pour cela, pour pouvoir régler le problème, une seule issue, le dialogue. Seul le dialogue vous permet d'accéder à son cortex en surpassant la barrière émotionnelle. Il faut également, en matière méthodologique, compatir, mais sans pitié. Il ne faut pas se justifier, en ce sens où la personne en colère s'en fout considérablement de vos excuses, s'en fout que l'infirmière soit malade, s'en fout que vous avez fait une semaine d'astreinte ou que votre dernière nuit a été très courte. Dans ce moment d'écoute, vous pouvez toutefois vous exprimer en évitant, autant que faire se peut, d'utiliser des termes négatifs. Car encore une fois, en contexte de stress, personne ne comprend les négations. Et le « ce n'est pas grave » se transforme en « c'est grave », ce n'est pas ma faute se transforme en « c'est ma faute », ce n'est pas douloureux se transforme en « c'est douloureux ». Un petit plus également comportemental est de prendre des notes, de hocher la tête en guise d'acquiescement. Un petit conseil, mettez-vous également d'accord sur une action à entreprendre en concluant par « nous convenons ensemble de se revoir rapidement, de faire tel examen et d'assurer le suivi bien entendu ». Sur le plan comportemental, il est également conseillé de ne pas interrompre le patient, de ne pas terminer les phrases du patient, de le laisser s'exprimer. Vous pouvez utiliser également la technique du silence, afin de l'inciter à dire autre chose, de déballer son sac si j'ose dire. Et il faut manifester son intérêt par le regard, par un sourire, par des hochements de tête comme je vous l'ai dit et par des approbations. Pensez également à synchroniser votre attitude sur l'attitude du patient et synchroniser également sa voix. Cela permet de créer un sentiment et un climat de confiance renforcé. En matière de transparence, il est important de tracer cette réunion et cette annonce dans le dossier en écrivant un mot. Avec l'accord du patient, vous pouvez également tenir informé son médecin traitant. Je vous engage également à remplir un formulaire de déclaration d'événements indésirables par la gestion documentaire informatique, la GED. Vous disposez d'un onglet d'accès direct dans Expertise. Quelques rappels sur la responsabilité médicale. Le principe du droit, c'est toute faute oblige celui par qui celle-ci est arrivée à la réparation. Et en matière de responsabilité médicale, pour obtenir une indemnisation, il faut
Il fallait en tout cas un dommage, c'est-à-dire un préjudice certain et définitif, une faute et une relation entre ce dommage et la faute. Depuis la loi Kouchner de 2002, un défaut d'information, une simple perte de chance peuvent générer une indemnisation. L'aléa thérapeutique peut également aboutir à une indemnisation sans faute, sous certaines conditions toutefois. J'insiste sur la nécessité du consentement préopératoire. Et il faut informer non seulement sur les complications potentielles, mais également sur les plus exceptionnelles qui doivent être abordées sur un terme éventuellement générique, complications vasculaires, infectieuses par exemple, allergiques, imprévisibles. Il est à noter que ce qui fait l'objet d'une information préalable et donc d'un consentement préalable aux soins devient en partie acceptable. En matière d'indemnisation des patients, si la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement est reconnue, c'est à l'assureur garantissant ses responsabilités civiles, professionnelles, d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi. En cas de dommage sans faute, il reviendra alors à l'Office national d'indemnisation d'indemniser la victime ou ses ayants droit en cas de décès. Enfin, en matière de CRCI, lorsque la commission, qui est dirigée par un magistrat, estime que la complication est d'origine multiple, cette commission déterminera la part du préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'Office national. Les principaux points de mise en jeu de la responsabilité médicale sont A. Le consentement éclairé, je l'ai dit tout à l'heure. B. Le dommage fautif, c'est-à-dire la faute technique, qu'elle soit dans le cadre d'un acte diagnostique, thérapeutique, à savoir une lésion iatrogène par exemple, ou par défaut de surveillance notamment, telle que absence de consigne pour la continuité des soins, non-dépistage de complications, non-déplacement, l'ordre par exemple d'une astreinte. Enfin, petit c, l'obligation de moyens, à savoir un plateau technique défectueux, l'absence de médecin qualifié, une perte de chance, bref, une faute prouvée ou non a privé la victime d'une chance de guérir ou d'éviter tout ou partie du préjudice observé. Dans ce cadre-là, également, la responsabilité peut être mise en jeu. Dans certains cas, seule la force majeure pourra vous exonérer de votre responsabilité médicale. Et je rappelle qu'une force majeure est encore appelée cas fortuit, s'entend en droit français d'un événement à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible, c'est-à-dire inévitable et insurmontable. En matière juridique, la prescription pour les responsabilités médicales est actuellement de 10 ans à compter de la consolidation des soins. C'est-à-dire que pour un acte de soin qui a mis 3 à 4 ans à être consolidé, vous pouvez être mis en cause jusqu'à 14 ans après l'acte de soin. Pour un enfant, dont la consolidation est en général prononcée à la fin de la croissance, vous pouvez être mis en cause pratiquement 25 ans après l'acte médical. J'ai évoqué tout à l'heure avec vous l'aléa thérapeutique que peut indemniser l'Office national d'indemnisation des actes médicaux, l'ONIAM. Il y a un certain nombre de conditions. Il faut que le taux d'incapacité permanente partielle, le taux d'IPP, soit égal et supérieur à 24%, c'est-à-dire un dommage relativement conséquent, ou lorsque la durée d'incapacité temporaire, de travail notamment, est au moins égale à 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois. La solidarité nationale peut également accorder une indemnisation lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle ou lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Attention, l'aléa thérapeutique n'est pas un refuge. L'aléa thérapeutique est un diagnostic d'élimination. Cela suppose l'absence de tout traumatisme initial et suppose également l'élimination de tout dommage fautif. L'aléa thérapeutique est défini dans la loi initiale du 4 mars 2002 comme un accident médical non fautif.
Une nouveauté importante qui me semble nécessaire de porter à votre connaissance est celle apportée par la dernière loi dite de modernisation du système de santé, rapportée par Marisol Touraine et publiée en 2016, qui insiste notamment dans un chapitre important sur la transparence médicale, notamment des liens entre les patients et le corps médical. Dans ce cadre, cette loi a prévu l'ouverture d'un système et d'un site notamment dédié à la déclaration d'événements indésirables, ouvert au public, c'est-à-dire à tous les acteurs de santé, les patients, les professionnels de santé, les institutions également. En bref, toute personne ayant connaissance d'un événement indésirable lié à un acte de soin, à la prise médicamenteuse notamment, peut faire une déclaration via ce site et peut être mise en relation directement avec la Haute Autorité de Santé. Ceci a pour objectif de pallier aux sous-déclarations du corps médical qui est bien connu, notamment des politiques de santé, et s'inscrit également dans une volonté de rendre le patient maître de ses propres soins notamment. Concrètement, le site est accessible par le portail de la HAS, mais également par l'onglet signalement-santé.gouv.fr. Vous pouvez signaler, comme c'est spécifié sur cette copie d'écran, que vous soyez patient, usager, consommateur également d'un produit de santé. Vous voyez qu'il est très facile de déclarer les conséquences inadéquates d'une intervention chirurgicale, même sans expertise médicale, et que cette déclaration sera transmise directement à l'agence régionale de santé qui, si nécessaire, vous est spécifié, vous contactera pour recueillir davantage de renseignements notamment. Pour conclure, j'insisterai sur 5 points. L'importance de l'information préopératoire sur les complications potentielles envisageables, avec traçabilité bien entendu de l'information, car il vaut mieux un risque choisi qu'un risque subi. Deuxième point, l'importance du dialogue, de l'écoute, de la transparence, de la confiance avec le patient. Une complication annoncée est à demi pardonnée. Il est extrêmement important d'assurer un suivi, une traçabilité dans le dossier et également de coder pour le PMSI, car une complication quelque part est payée si elle est codée. Enfin, importance du dialogue interprofessionnel et notamment du soutien entre praticiens. Pensez à présenter vos dossiers en RMM. Une complication discutée, d'autres seront évitées. Et nouveauté, suivez et déclarez vos complications par le portail interne à la clinique ou par le portail gouvernemental si vous voulez, ou également par l'intermédiaire de vos organismes d'accréditation, car sinon, d'autres seront amenés à le faire à votre place. Et vous, si vous déclarez une complication, votre point de vue sera pris en compte. Voilà, je vous remercie de votre écoute, ça ira mieux demain, je vous rassure. Encore une fois, retournez voir les premières diapositives, vous verrez qu'au final, les complications concernent un peu moins de 1% des patients pris en charge, que l'immense majorité de nos patients qui nous font confiance vont bien, voire très bien. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous cite ici un certain nombre de sources qui m'ont aidé à rédiger ce petit topo. Vous y trouverez des manuels aussi divers qu'un manuel de survie de chirurgien, très utile, écrit par Marc Revol, Jean-Marie Servan. Comment argumenter en situation difficile, savoir gérer des personnalités difficiles. Vous y trouverez également des manuels de psychologie, de programmation neurolinguistique. Sans oublier un petit peu de philosophie ou de théorie de l'art moderne pour le coup de la spirale. En vous remerciant de votre écoute, bonne continuation.